Triste record cette année à Marseille, 33 morts ont perdu la vie par balle. Ce nombre dépasse les 31 morts de l'année 2016 qui avait été particulièrement douloureuse. Pour en parler avec nous ce matin, on reçoit Karima Mézienne, avocate au barreau de Marseille et représentante du collectif des familles des victimes. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Ce bilan, c'est donc du jamais vu depuis 20 ans à Marseille. Comment expliquez-vous déjà ce triste record et est-ce que ça vous surprend déjà qu'on en soit arrivé là? Surpris, non, on voyait venir la dégradation ces derniers temps. Ouais. On avait tenté de se tirer la sonnette d'alarme, on avait fait une marche au mois de juin puisqu'on voyait que ça s'aggravait et que ça allait de mal en pire. Et donc surprise, non, mais on regrette fatalement que le bilan ne fasse que s'alourdir et que les autorités ne parviennent pas à éradiquer le phénomène. Est-ce que les autorités n'arrivent pas à l'éradiquer, ce phénomène, ou tout simplement ne veulent pas trouver de solution, d'une certaine manière, à cause d'une forme d'impuissance acceptée? Je pense qu'on est dans un état de non-droit, ça c'est certain. Ouais. Je pense que sur Marseille, on a beau nous dire qu'on agit, ça me paraît être encore trop insuffisant. Il y a des facteurs multiples, ça c'est certain. C'est probablement une désertion des pouvoirs publics, probablement aussi une précarité du logement qui fait que on vit dans des quartiers un peu ghettoisés. Et forcément, ça participe à tout cela, mais il y a surtout une certaine violence qui se gangrène toujours un peu plus. Et maintenant, on n'a pas des cibles visées, on rafale à coups de calache et de plus en plus. On a de plus en plus de victimes collatérales, c'est ça? Totalement. Totalement. Donc tous les jours on fait des gros titres, tous les jours on vient nous dire c'est des personnes qui n'étaient pas impliquées et ils ont juste le malheur de vivre dans des quartiers où effectivement il y a un mal logement, il y a un mal vivre et des quartiers où il y a des réseaux de stupéfiants, quoi. Maître Karima Mézienne, vous le disiez, vous êtes mobilisé en juin dernier, vous disiez que vous constatiez déjà à cette époque que ça s'aggravait, que la situation s'aggravait. Pourtant, on a du côté des pouvoirs publics des décisions qui sont tombées, des annonces, des promesses. Emmanuel Macron qui le disait, l'an dernier, on ne lâchera rien avec cet investissement, 150 millions d'euros pour un nouvel hôtel de police, déploiement de 500 caméras de vidéosurveillance, l'arrivée d'ailleurs de 55 nouvelles caméras de surveillance dans les quartiers nord en novembre dernier. Ce sont que des effets d'annonce? Alors, je ne sais pas si ce ne sont que des effets d'annonce. Aujourd'hui, on n'en voit pas le résultat, tout simplement. Ouais. Donc c'est que c'est inefficace. Après, c'est un plan qui, malheureusement, s'est décidé sur Paris. Très certainement pas et discuter avec des personnes de terrain sur Marseille. Et effectivement, quand on parle avec les éducateurs ou autres, ils nous disent non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionnera. Je crois qu'il y a un vrai plan qui doit être mis en place, mais c'est un plan qui doit être discuté avec tous les acteurs de terrain. Je crois qu'à mon sens, la réponse, c'est de lutter contre la précarisation du mal logement, de renforcer l'éducation sur ces secteurs-là, de permettre à ces jeunes de pouvoir avoir accès à la culture plus facilement. Je crois que c'est pas un réflexe automatique et faut quand même voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Moi, je ne pensais pas que ce type de quartier existait en France. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes aussi? Vous avez déjà dénoncé les lenteurs, notamment du côté de la justice. Je crois aussi que du côté de la police, on faisait le tri parmi les dossiers d'affaires d'homicide par balle. C'est quand même surprenant parce qu'elles devraient être prioritaires, ces affaires. Alors ça, c'est une triste réalité aussi. Notre premier combat était celui-là. Nous sommes convaincus qu'effectivement, parce que les assassinats restent impunis, il y a une surpuissance et que ça ne s'arrêtera pas parce qu'on, forcément, on a le sentiment que ces assassins ne vont pas en prison, donc ils peuvent continuer librement. On nous dit oui, mais on a presque 48% de taux d'élucidation, c'est quand même formidable. On a un des meilleurs taux de France, ouais. Certes, mais ça reste. On a aussi plus d'assassinats sur le territoire. Sur la ville de Marseille et ça veut dire surtout qu'il y a presque plus de la moitié des assassinats qui sont pas élucidés, donc c'est pas satisfaisant quoi qu'on arrive parce que c'est toujours plus de la moitié des assassins qui restent en liberté. Quand on fait ça fois le nombre d'assassinats en France, à Marseille, on se rend compte qu'il y a une impunité évidente et que cette impunité fait que ça ne fait qu'aggraver les choses. Il faut pas oublier que effectivement les dossiers s'enlisent dans les tribunaux. Moi j'ai pu échanger avec des inspecteurs de la police judiciaire, ouais. Et ils nous disent en fait qu'il manque d'effectifs,
que parce qu'il manque d'effectifs, ils font des priorisations sur les dossiers, ils n'ont pas le choix. C'est pas qu'ils veulent pas travailler tous les dossiers, c'est qu'ils sont aussi soumis à une politique du chiffre. Leur direction les oblige aussi à avoir un minimum de résultats. Et donc, sur un dossier où on pourrait travailler sur ce qu'on appelle le faisceau d'indices concordants pour construire une accusation qui tienne la route devant les assises, parce que c'est un peu l'enjeu aussi que le dossier aboutisse au final à une condamnation, ils ont du mal à le faire parce que ça demanderait beaucoup d'heures de travail et donc ils préfèrent privilégier des dossiers entre guillemets plus facilement élucidables où il y a des traces d'ADN ou autre et donc il y a une partie des dossiers qui restent mis sur le côté parce qu'il faut bien savoir qu'on a affaire à de la criminalité organisée donc par principe qui savent faire ce qu'ils savent faire donc forcément les preuves directes il y en a pas forcément Comment les familles de victimes sont prises en charge globalement, maître? Il y a tout de même un suivi pour elles? Alors sur le principe, il existe un suivi. Dans la réalité, il n'est pas forcément mis en pratique. Nous, toutes les familles du collectif, en tout cas, sur toutes les familles du collectif, il y a peut-être une ou deux familles qui ont réussi à obtenir un suivi. Parce que c'était des affaires médiatiques, parce que les victimes étaient plutôt jeunes, voire très très jeunes, que ça avait été ça quand même assez inédit aussi en France, qu'on avait une victime de 14 ans. Mais pour ce qui est des autres familles, elles le disent tous et elles continuent à le crier. Pas plus tard encore qu'hier, on a eu une nouvelle maman qui nous dit « mais moi je suis restée à l'abandon. Quand ça m'est arrivé, j'ai pas eu d'aide psychologique, j'ai pas eu de suivi, j'ai pas eu d'aide au relogement, j'ai dû faire avec mes propres moyens, partir, quitter le logement en urgence. Parce que je ne pouvais Parce qu'il faut le dire, maître Karima Méziane, c'est que en plus, ces familles, pour la plupart, elles continuent de vivre juste à côté du lieu où leur proche a été tué, parfois même à côté des assassins, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, il y en a certaines qui nous disent qu'elles résident dans le même immeuble que l'assassin présumé ou même que l'assassin qui a été interpellé. Donc c'est dire. D'autres qui vivent dans le même immeuble où ça s'est passé. Donc elles descendent inlassablement au pied de l'immeuble. Elles trouvent encore des traces de sang, des traces d'impact de balles. Et tout ça, c'est pas possible. C'est juste leur rappeler quotidiennement leur malheur, quoi. Que pensez-vous, maître, de la question du renforcement de la responsabilité pénale des familles de délinquants de mineurs? Ça peut être une solution? Moi, je pense que c'est juste des belles paroles mises sur le papier. Les familles, elles sont pas en désertion, même si on veut le faire croire. Je pense que ça doit exister, le phénomène, mais qui reste très limité. Je pense que surtout ces familles, elles subissent la précarisation. Il faut savoir qu'il y a des mères de famille qui sont seules, qui travaillent toute la journée, et lorsqu'elles rentrent à la maison, elles découvrent que leur enfant et on tente de l'embrigader dans un réseau. Elles luttent par leurs propres moyens, elles demandent de l'aide. Les propres éducateurs ont peur d'intervenir, ils le disent, parce qu'ils se font eux-mêmes menacer. Les parents se font menacer. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons appris qu'un jeune qui ne voulait pas rentrer dans les réseaux s'était fait courser et avait été pris à coups de batte de baseball. Voilà ce qui se passe en fait. Donc même s'ils ne veulent pas y rentrer, ils sont obligés d'y rentrer pour certains. Donc qu'on vient de dire, c'est la responsabilité des parents, c'est surtout qu'on veut fermer les yeux sur la réalité du terrain. Il y a de vraies violences, il y a des vraies menaces qui sont exercées. On a perdu le contrôle et on ne veut pas le reconnaître. L'année n'est pas terminée. Maître, est-ce que vous êtes inquiète ou pas pour la nuit de la Saint-Sylvestre notamment? On espère que le compteur va s'arrêter là, malheureusement. En tout cas, nous on fait tout. On espère qu'en sensibilisant, ça va s'arrêter pour cette année à ce décompte morbide. Mais oui, on est inquiet parce qu'en fin d'année, il y a toujours une reconnaissance plus importante. Et effectivement, c'est ce que redoutent les familles, en fin d'attente. Parce que pour les familles, ça leur rappelle toujours le souvenir de leur drame à elles. Et d'entendre ça, ça les révolte parce qu'on se sent impuissante. On voit qu'on a beau tirer la sonnette d'alarme, on voit qu'on a beau demander plus de moyens pour la justice, pour la police, que les dossiers sortent. On apprend toujours que nos dossiers sont classés sans suite pour certaines familles. On apprend que toutes les pistes n'ont pas été exploitées, que des éléments d'enquête n'ont pas été faits. Et la réalité, c'est que c'est pas fait parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aboutir à cela. Et donc, on veut après mettre la responsabilité seulement sur les parents ou autres en disant c'est eux qui éduquent mal leurs enfants. C'est fermer les yeux sur la réalité du terrain. Je crois qu'à un moment donné, ça peut plus fonctionner. Maître Karima Méziane, je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Marseille, représentante du collectif des familles des victimes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage bien sûr pour la suite de votre combat.